Tu sens que quelque chose fuit et tu n'es pas fou. As-tu déjà eu cette impression étrange que la réalité que tu vis est trop étroite, comme si ta vie fonctionnait à l'intérieur de limites invisibles? Tu vois les solutions, tu vois les possibilités, tu vois même parfois très clairement la version de ta vie qui aurait plus de sens. Et pourtant, tu n'y accèdes pas. Tu avances, tu travailles, tu réfléchis, tu fais ce qu'on t'a dit de faire, mais c'est comme si quelque chose résistait, comme si tu frappais contre une paroi transparente, une vitre invisible entre toi et ce que tu sais être possible. Ce livre part d'une idée simple mais dérangeante. Le problème n'est pas que tu manques d'efforts. Le problème n'est pas que tu manques d'intelligence. Le problème n'est même pas que tu manques de discipline. Le problème, c'est l'endroit depuis lequel tu essaies de changer ta vie. Ton cerveau adore la routine, même quand cette routine t'épuise, même quand elle t'enferme, même quand elle te maintient dans quelque chose que tu as dépassé. Pourquoi? Parce que la routine donne une illusion de sécurité. Et ton système nerveux préfère une prison connue, à une liberté incertaine. Ce livre n'est pas là pour te convaincre de croire à quoi que ce soit. Il n'est pas là pour t'imposer une vision du monde. Il est là pour clarifier un mécanisme et te donner des outils concrets pour expérimenter par toi-même. Ce que tu vas découvrir ici, c'est comment certains chercheurs, ingénieurs et analystes militaires ont abordé la conscience non pas comme une croyance, mais comme un système à observer, tester et utiliser. Pas pour devenir mystique, pas pour fuir la réalité, mais pour comprendre comment l'expérience du réel se construit et comment elle peut se modifier. Alors laisse-moi te poser une seule question, une vraie question, pas une formule. Si tu pouvais changer de station intérieurement, qu'est-ce que tu cesserais immédiatement de subir? Garde cette question ouverte. Nous allons maintenant entrer dans le dossier. Principe 1. La décélération biologique, arrêter la machine. Si tu veux trouver la fissure, ce micro-instant où tout devient malléable, il y a une contrainte que personne ne peut contourner. Ton corps. Pas ta philosophie, pas tes croyances, ton système nerveux. Parce que tant que ton organisme tourne à plein régime, tu peux connaître toutes les théories du monde. Tu restes coincé dans la lumière allumée. Et là, tu fais exactement ce que Hawkins appelle la mauvaise stratégie. Tu forces. Tu forces ton mental à croire. Tu forces ton cœur à vibrer haut. Tu forces ta vie à changer. Et plus tu forces, plus tu génères l'effet inverse. De la résistance. C'est mécanique. 1. Le vrai verrou, ce n'est pas la pensée, c'est la vitesse. La majorité des gens imaginent que le problème est psychologique. Manque de discipline, manque de foi, manque de clarté. Non. Le vrai verrou, c'est que ton cerveau moderne est addict à la vitesse. Il vit en mode urgence, anticipation, contrôle, simulation de catastrophe. Même quand tu es assis au calme, tu n'es pas calme. Tu es juste immobile, avec un moteur qui hurle. Et ça change tout, parce que dans cet état-là, tu ne peux pas accéder au seuil. Tu es comme quelqu'un qui veut descendre d'un train qui roule à 200 km par heure. Tu peux être très motivé. Ça ne te protège pas de l'impact. 2. Ce que Bentov met sur la table. Tu ne touches jamais le point zéro. Bentov, avec son image du pendule, dit quelque chose de simple. Au centre du mouvement, le pendule va vite. Aux extrêmes, il ralentit. Et juste avant de repartir, il touche un instant, la vitesse zéro. Selon lui, c'est là que la conscience déborde du temps linéaire. Mais observe ta vie. Tu passes tes journées au centre du pendule. Stress, pensée, réaction, téléphone, bruit, tension, repensée. Et tu appelles ça être vivant. Résultat, tu ne touches jamais le point de repos. Donc tu ne touches jamais l'endroit où le système devient ouvert. Et ensuite, tu t'étonnes de ne pas recevoir de signal, pas d'intuition claire, pas de bascule. Ce n'est pas mystérieux, tu es trop rapide. 3. Pourquoi la volonté échoue et pourquoi ça n'a rien à voir avec toi? À ce stade, beaucoup se mentent. Ok, alors je vais me calmer. Et ils font la même erreur que partout. Ils forcent. Ils essayent de calmer une pensée avec une autre pensée. Ils essayent de descendre la vitesse en serrant les dents.
C'est comme vouloir éteindre un incendie avec de l'essence. Hawkins dirait, tu restes dans la force, tu pousses le mur, tu combats le miroir. Oui, certains humains arrivent à arrêter la machine par pure maîtrise. Mais soyons honnêtes, c'est rare, et ça demande des années. Donc si tu veux quelque chose d'utilisable maintenant, tu as besoin d'un pont. Un outil qui ne dépend pas de ta motivation. 4. Là où le dossier Gateway devient intéressant, l'idée de l'assistance biologique. C'est précisément là que l'approche Gateway Monroe se distingue. Ce n'est pas crois et espère, c'est induisons un état. Le principe est simple. Ton cerveau a une tendance naturelle à suivre un rythme externe. Si tu lui donnes une cadence stable, il s'aligne. Ce que certains appellent, dans ce cadre, un hack biologique. L'idée n'est pas magique. Ton cerveau reçoit un signal, il se synchronise. L'activité interne ralentit. Et quand ça ralentit, tu commences à quitter la zone force. Moins de bruit mental, moins de tension musculaire, moins d'urgence dans la tête. Tu ne fais pas semblant d'être calme. Tu deviens plus calme. Et ça change le jeu parce que tu te rapproches du seul endroit utile, le seuil. 5. La cible du principe 1. Passer de mental qui pousse à système qui s'ouvre. Ton objectif ici n'est pas d'être zen. Ton objectif n'est pas d'être spirituel. Ton objectif est précis, descendre la vitesse interne assez bas pour que le pendule touche l'extrémité. Assez bas pour que le bruit devienne une nappe et plus un marteau-piqueur. Parce que c'est seulement là que tu peux faire ce que ton script annonce. Attendre le micro-moment, entrer dans la pause sans t'effondrer et déposer une instruction propre. Donc principe un égal, préparer le terrain, pas changer ta vie. 6. Comment tu sais que tu es en train de réussir sans te raconter d'histoire? Tu n'as pas besoin de signes mystiques. Tu cherches des indicateurs très concrets. Ta respiration devient plus lente sans effort. Ta mâchoire se desserre, tes épaules tombent. Tes pensées perdent leur agressivité. Tu entends encore des pensées, mais elles ne te tirent plus. Et surtout, tu sens apparaître un truc rare chez l'adulte moderne. De l'espace. Pas de l'euphorie, pas de la motivation, de l'espace. Et c'est ça la vraie victoire du principe 1. Tu arrêtes de cogner le verre. Tu ne passes pas la porte parce que tu as voulu plus fort. Tu passes la porte parce que tu as cessé de hurler dans la lumière allumée. 7. La phrase qui clôt le principe 1 dans ton ton. Si tu ne retiens qu'une chose, retiens celle-ci. Tu ne changes rien tant que ton système nerveux reste en mode urgence. Pas parce que tu es faible, parce que tu es en train de chercher la sortie au mauvais niveau de vitesse. Le premier travail, ce n'est pas de croire, c'est de ralentir la machine. Parce qu'une fois que le train ralentit, tu peux enfin repérer le moment où la porte s'ouvre. Et ça, c'est exactement le principe 2. Principe 2, le seuil du click-out. Rester conscient au bord du sommeil. Tu as déjà compris le premier verrou. Si ton système reste en mode bêta, urgence, analyse, tension, tu ne touches jamais la fente. Mais dès que tu ralentis vraiment, un autre piège arrive. Tu t'endors. Et si tu t'endors complètement, tu passes à côté du point utile. Ce principe sert à une seule chose, tenir la position hybride. Corps, très relâché, presque éteint. Esprit, encore présent, observateur. Dans le vocabulaire Gateway, Monroe, cette zone est souvent décrite comme Focus 10, Mind awake, Body asleep, esprit éveillé, corps endormi. Ce n'est pas mystique en soi, c'est un seuil neurophysiologique bien connu, l'instant où tu glisses vers le sommeil, mais où une partie de toi peut encore regarder. 1. Le danger réel, confondre détente et bascule. Beaucoup de gens pensent « je suis détendu, donc j'y suis ». Non, la détente peut rester superficielle. Tu entends tout, tu bouges, tu penses à demain. Le seuil du click-out est différent. Quelque chose se coupe. 2. Les signaux qui indiquent que tu approches du seuil. Tu n'as pas besoin de croire. Tu as besoin de reconnaître des marqueurs. Signaux fréquents, pas obligatoires tous. Sensation de lourdeur plonçable dans le corps.
Impression de ne plus sentir une partie du corps, comme si elle disparaissait. Mini-vibration, fourmillement ou un bourdonnement très léger. Respiration plus lente, automatique. Pensées qui deviennent moins verbales, plus images, plus flottantes. Micro-trou. Tu perds 1 à 3 secondes puis tu reviens. Le point clé, tu sens que le corps est parti, mais toi, tu es encore là. 3. La technique simple qui montre exactement où se trouve la porte. Dali et Edison, dans les récits populaires, utilisaient une astuce pratique, tenir un objet qui tombe au moment où le sommeil prend le contrôle. L'idée n'est pas magique, c'est un repère mécanique. Tu peux faire une version propre, sans mise en scène, assis, semi-allongé, main posée tenant un objet léger ou simplement la main suspendue au bord. Objectif, repérer l'instant où le tonus lâche. Dès que la main s'ouvre, que tu plonges, tu reviens doucement. Ce que tu entraînes ici, c'est une compétence. Revenir juste après la bascule et mémoriser la texture exacte de cet état. 4. Le click-out, ce n'est pas partir loin, c'est ne plus être accroché. Le click-out utile n'est pas un trip, ni une hallucination. C'est plus discret. Ton mental cesse de pousser. Ton système sensoriel devient périphérique. Tu n'as plus l'impression de tenir ton corps. À ce moment-là, si tu fais l'erreur classique, te réjouir, te contrôler, vérifier, est-ce que j'y suis? Tu remontes en bêta et tu perds l'accès. Donc la règle est simple. Quand tu touches le seuil, tu ne commandes pas. Tu observes. 5. Mini-protocole, clair, reproductible, pour atteindre le seuil. Objectif, arriver à la frontière sans tomber dedans. Position, dos soutenu, nuque stable, rien qui compresse. Respiration, lente, régulière, pas besoin de forcer. Encre mentale, une phrase courte, neutre, répétée à peine. Je reste présent ou je regarde. Pas d'affirmation longue, pas de discours. Scan corporel, descendre l'attention tête, pied, puis laisser le corps s'éloigner. Repère, quand tu sens lourdeur, disparition. Micro-trou, tu es au seuil. Tenue, 20 à 40 secondes à simplement rester là, sans analyser. C'est suffisant pour le principe 2. Savoir se placer sur la marche, pas monter tout l'escalier. 6. Ce que ce principe prépare sans encore le faire. À ce stade, tu n'as pas manifesté quoi que ce soit. Tu as fait mieux, tu as trouvé l'interface. Principe 1. Ralentir le système. Principe 2. Stabiliser le seuil, click-out. Principe 3. Ensuite, savoir quoi déposer et dans quel format, au lieu d'envoyer du flou. 7. Une précision importante pour rester sérieux. Quand certains auteurs parlent de temps de Planck, de vitesse superluminale ou de double au sens physique, ça sort du domaine démontré et ça entre dans l'interprétation. Ce que tu peux garder sans te raconter d'histoire, l'expérience du seuil veille-sommeil est réelle. L'état corps endormi, esprit éveillé est entraînable. Et c'est exactement le type d'état que Gateway cherchait à cartographier, nommer et reproduire. 8. Sécurité, simple, utile. Si tu utilises des sons binaurales, session longue, évite si tu as historique de crise, épilepsie ou forte sensibilité. Stop si tu ressens anxiété, palpitation, vertige. Garde ça court, 10 à 15 minutes au début. Principe 3, l'architecture holographique. Imagine que, enfin, tu réussis à entrer dans le superordinateur le plus avancé du monde. Tu as un accès total, tu es administrateur. Mais quand le système te demande la commande, tu te mets à lui hurler dessus. Je veux être heureux. Je ne veux plus de dettes. Je veux que ma vie change. Et qu'est-ce que fait l'ordinateur? Rien. Parce que bonheur, dette, changement, ce sont des concepts, ce sont des idées humaines, mais ce ne sont pas des instructions exécutables. Voici le principe 3. L'univers ne traite pas des souhaits, il traite des fichiers. Si tu veux que ton double mette à jour ta réalité, tu dois lui remettre un fichier dans le format qu'il comprend. Vadim Zeland, le physicien russe à l'origine du transurfing, appelle ce fichier la diapositive.
Et là arrive la distinction technique qui change tout. La plupart des gens visualisent un film. Ils imaginent le comment. Comment l'argent arrive, comment la personne apparaît, comment ils guérissent, comment ils reçoivent l'appel du travail. Et c'est là l'erreur, parce que le comment n'est pas ton travail. Le comment, c'est le travail du système, c'est le travail du double, c'est le travail de la navigation. Quand tu fixes le comment, tu réduis un océan infini de possibilités à une seule route, la seule que ton mental logique connaît. Zéland le dit clairement. Ne projette pas le film, incruste la diapositive. Et qu'est-ce qu'une diapositive? Une image fixe, statique, en haute définition, du résultat final. Tu ne t'imagines pas signer des papiers. Tu t'imagines, 1 an plus tard, calme, en train de dîner dans ton nouvel appartement. Tu ne t'imagines pas le traitement médical. Tu t'imagines courir dans le parc parfaitement en santé. C'est la photo de la destination, pas celle du trajet. Maintenant, à quel point cette image doit-elle être réelle? Pour répondre, regarde Nikola Tesla. Tesla n'utilisait pas de plan physique. Il construisait des machines entières dans son esprit. Mais il ne faisait pas que les voir. Il les faisait tourner pendant des semaines. Il entendait le son. Il repérait les défauts. Il voyait le flux d'énergie. Sa simulation était si précise que, lorsqu'il construisait la machine réelle, elle fonctionnait pareil. C'est ce que Neville Goddard appelait « vivre dans la faim ». Ta diapositive ne peut pas être une image jolie en 2 dimensions. Elle doit être un hologramme sensoriel. Quand tu es dans la pose en focus 10, ne te contente pas de voir la voiture. Sens le froid du volant. Respire l'odeur du cuir neuf. Écoute le moteur au démarrage. Tu dois rendre ça si réel que ton système nerveux l'enregistre comme du présent. Et voici une règle d'or. Ne te vois jamais toi-même dans l'image. Si tu te vois comme dans un film, toi comme acteur, ton cerveau interprète que c'est extérieur, c'est fantaisie, c'est désir, c'est dehors. Mais si tu le vois depuis tes yeux, première personne, toi dedans, toi tenant le volant, toi regardant ta maison, toi respirant ta santé. Là, le cerveau ne l'archive pas comme un rêve, il l'archive comme une réalité. Et c'est crucial pour que l'incrustation soit efficace. Parce que dans le click-out, il n'y a pas de temps pour improviser. Dans cette fissure, tu te bats pour ne pas t'endormir. Si tu improvises, l'image devient floue, faible, incomplète. C'est pour ça que la stratégie professionnelle, c'est concevoir la diapositive avant d'entrer dans la pause. Avoir le scénario prêt. Savoir exactement ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu entends. Parce que ton double est un messager d'élite. Si tu lui donnes une adresse floue, il te dépose n'importe où. Si tu lui donnes des coordonnées exactes, il t'amène à la porte. Et maintenant, on a déjà le train freiné, principe 1. La porte ouverte, principe 2. Le bon fichier dans la main, principe 3. Mais il manque encore le plus délicat, le moment de la remise. Et je te préviens, c'est ici que l'ego sabote tout. Passons au principe 4. Le protocole du vide, l'incrustation. Principe 4. Le protocole du vide, l'incrustation. Nous y sommes. Tu arrives au point où presque tout le monde sabote le processus. Parce que jusqu'ici, tu as fait ce qui est facile. Tu as freiné le train, désaccélération. Tu as trouvé le seuil, click out, focus 10. Tu as préparé le bon fichier, la diapositive holographique. Et pourtant, au moment de le remettre, ton ego entre dans la cabine et veut reprendre le contrôle. Ton intuition crie « Mets de l'émotion, pousse plus fort, insiste, convainc le système ». Et c'est exactement là que tout se casse. Parce que dans cette mécanique, pression égale résistance. Et résistance égale la réalité qui se referme. Le principe 4 est contre-intuitif et c'est pour ça qu'il fonctionne. Pour incruster, tu dois lâcher. Pas lâcher par résignation. Lâcher avec un calme chirurgical. Comme quelqu'un qui a déjà fait le travail et n'a plus besoin de surveiller le résultat. Le filtre invisible, la bienveillance. Garnier-Mallet est très clair là-dessus. Ton double ne discute pas, ne débat pas, ne moralise pas. Il actualise des potentiels. Mais le système possède un filtre. Ce n'est pas un jugement moral. C'est un filtre de fréquence. Il l'appelle l'état de bienveillance.
Et c'est fondamental. Si tu entres dans le vide avec de la peur, si ça ne marche pas, je suis perdu. Ou avec de la colère. Je veux ça pour leur prouver quelque chose. Tu remets un fichier corrompu. Le système l'interprète littéralement. Peur, futur avec plus de peur. Colère, futur avec plus de friction. Angoisse, futur avec plus d'angoisse. La règle opérationnelle est donc simple. Ta diapositive ne se remet qu'en neutralité plus bienveillance. Pas d'euphorie, pas d'anxiété, pas de dramatisation, une paix froide, une certitude silencieuse, le geste mécanique du lâcher. Voici l'analogie parfaite. Imagine que tu écris une lettre urgente. L'écrire égale, principe 3, diapositive. Aller jusqu'à la boîte aux lettres, Guamar, principe 2, pause. Et ensuite, tu ne restes pas accroché à la lettre en criant « S'il te plaît, arrive. S'il te plaît, arrive. » Parce que si tu ne lâches pas la lettre, le courrier ne peut pas la traiter. Dans le vide, c'est exactement la même chose. L'incrustation est un geste intérieur. Tu es en focus 10, corps endormi, esprit éveillé. Tu fais apparaître ta diapositive clairement devant toi, première personne sensorielle, et au lieu de la pousser, tu te retires. Tu la laisses être absorbée par l'obscurité, comme si le vide était un océan noir, et que tu relâchais un paquet en le regardant couler. Il n'y a aucun effort, aucune tension, seulement la remise, le signal que tu l'as fait correctement. Voici la validation biologique. Si tu l'as mal fait, tu ressentiras une excitation mentale, bêta, le besoin de recommencer de l'urgence des doutes. Est-ce que ça a marché? Si tu l'as bien fait, il n'y a qu'un seul signal, le soulagement. Un vrai soupir. Comme lorsque tu règles une dette. Comme lorsque tu envoies enfin un message que tu évitais depuis des jours. Ce soulagement est la confirmation. Le fichier n'est plus sur ton disque local. Il est dans le cloud. Et si tu t'endors après ça, parfait. S'endormir dans le soulagement, c'est une victoire. Parce que pendant la nuit, le double à la carte, le temps et la vitesse pour réorganiser la trajectoire. L'erreur finale, la plus fréquente. Certaines personnes incrustent, puis sabotent tout 10 secondes plus tard. Comment? En reprenant la lettre. D'accord, j'ai lâché. Mais attends. Et si je recommençais? Et si je le faisais mieux? Et si... C'est l'ego qui tente de contrôler le comment et le quand. Et là, tu reviens à la force, à la pression, à la résistance. La règle est simple. Une remise propre vaut mieux que 10 remises désespérées. Parfait. Tu as le train à l'arrêt. La porte est ouverte. Le bon fichier est prêt. Et maintenant, tu sais faire la seule chose qui manquait. Lâcher sans contaminer. Mais le processus ne s'arrête pas quand tu fermes les yeux. Parce qu'au réveil, le système répond. Et si tu ne sais pas lire cette réponse, tu peux annuler la commande sans t'en rendre compte. Cela nous amène directement au principe 5. Principe 5, le radar de navigation. Principe 5. Le radar de navigation. Comment lire la réponse du système? C'est ici que se produit le danger le plus subtil. Tu as réalisé une incrustation parfaite, et au réveil, tu l'annules sans t'en rendre compte. Parce que ton mental bêta se remet en marche et fait ce qu'il fait toujours. Ok, et alors? Où est le résultat? Où est le lingot? Où est le message? Où est la preuve? Et ce geste, chercher un résultat immédiat, revient exactement à utiliser la force. Le principe 5 est simple et brutal. Ne cherche pas le résultat, cherche l'indice. 1. La loi du décalage, le miroir lourd. Vadim Zeland l'explique avec son analogie du miroir. Un miroir classique reflète instantanément. Mais la réalité physique est un miroir dense, comme de l'asphalte. Ton ordre a déjà modifié la cause, énergie, structure. Mais la matière met du temps à se réorganiser. Donc si tu te réveilles en pensant « rien ne s'est passé », anxiété, résistance, annulation du processus. La règle est la suivante. Si tu ne vois pas encore de changement, cela ne signifie pas que ça a échoué. Cela signifie que c'est en transit. 2. Comment le double te parle, les paquets compressés. Voici la partie la plus fine. Ton double ne t'envoie pas de message. Il ne laisse pas un panneau lumineux dans le ciel. Il t'envoie des micro-instructions.
Garnier-Mallet appelle cela la mémoire du futur. Ce n'est pas une prédiction, c'est une sensation douce de par ici, et ce signal a une forme précise. Il apparaît soudainement, il est subtil, il n'a pas d'argument, il n'apporte aucune explication logique, il est bref. Zélande appelle cela le chuchotement du matin. C'est une impulsion. Et le piège est sur le suivant. Ton mental logique veut la discuter. 3. La règle opérationnelle. Obéir aux premières impulsions irrationnelles. C'est le cœur du principe 5. La première impulsion douce, c'est la navigation. La deuxième pensée, c'est l'interférence. Exemple concret, comme dans le script, entre dans cette librairie, prends cette autre rue, appelle cette personne, envoie ce message, reporte ce rendez-vous, va à cet endroit aujourd'hui. Ce ne sont pas des caprices, ce sont des coordonnées. Et l'erreur classique? Non, c'est idiot. Ça n'a pas de sens, je verrai demain. Non, c'est sûrement mon anxiété. C'est le bêta qui veut reprendre le contrôle. L'instruction du protocole est donc claire. Agis vite, petit, sans dramatisation. Il n'est pas nécessaire de comprendre. Il est nécessaire de se déplacer. 4. Comment valider que cela fonctionne? La synchronicité, les bugs favorables. Alors, comment savoir si le système t'a entendu? Pas encore par le résultat final, mais par les glitches. Carl Jung appelait cela la synchronicité. Lorsque la réalité commence à te répondre avec des coïncidences trop précises pour être ignorées. Signaux typiques. Tu entends des gens parler exactement du thème de ta diapositive, des opportunités où des noms se répètent, tu rencontres, par hasard, une personne clé, on t'invite à quelque chose qui correspond parfaitement, un symbole, un nombre ou un mot se répète, tu trouves une information exacte sans la chercher. Et voici un autre piège. Beaucoup de personnes voient la synchronicité et l'ignorent. Le protocole dit l'inverse. Lorsque tu observes une synchronicité, arrête-toi 2 secondes, souris et marque intérieurement. OK, c'est en cours. Cela renforce la trajectoire. C'est comme dire au GPS, oui, par là. 5. L'erreur qui détruit le principe 5, inspecter la graine. Il y a un geste qui détruit tout. Se lever et commencer à vérifier. Voyons s'il m'a écrit. Voyons si j'ai vendu. Voyons si ça s'est produit. C'est comme soulever la terre toutes les 5 minutes pour voir si la graine a germé. Le principe 5 est une discipline mentale. N'inspecte pas. Navigue. Inspecter égale anxiété. Naviguer égale pouvoir. 6. Clôture. Le cycle complet en une phrase. Le cycle est alors complet. Tu ralentis, technologie, désaccélération. Tu entres, click out / focus 10. Tu charges, diapositive sensorielle. Tu lâches, bienveillance. Et au réveil, tu obéis à l'indice. Parce que le double ne fait pas de magie, il construit des routes. Et une route, ça se marche. Un miracle ne viendra pas jusqu'à ton lit. Une instruction, oui. Celui qui attend un signe spectaculaire perd. Celui qui obéit à l'impulsion discrète change de ligne temporelle. Lecture finale. Tu n'as rien à croire. Tu n'as rien à espérer. Tu n'as rien à forcer. Tu as simplement observé comment fonctionne le système. La réalité ne répond pas à l'effort. Elle répond à la synchronisation. Tant que tu frappes quand la lumière est allumée, le mur reste dur. Mais lorsque tu passes par la pause, lorsque tu charges correctement, lorsque tu lâches sans tension, et que tu marches l'indice au réveil, le système fait ce qu'il a toujours fait, il réorganise. Rien ici n'est sur spectaculaire. C'est précisément pour cela que ça fonctionne. Tu n'as pas appris à contrôler la réalité, tu as appris à ne plus l'empêcher.